Bonsoir à tous et bienvenue à cette toute première émission de l'Écho des manuscrits sur Radio Pluriel 91.5. Désolé du retard, petit problème technique. Bonsoir Wilfried. Bonsoir. Bonsoir Malika. Bonsoir. Donc en présence de Wilfried et Malika, qui sont donc notre équipe d'animateurs sur le Salon du Manuscrit pour votre service, tous deux chroniqueurs culturels, et de moi-même, Bénédicte Widor-Pierre. Dans cette émission, nous tenterons de faire vivre les textes tout en les citant avec leurs auteurs, dans le cadre de nos 3 feux croisés autour des auteurs, de même que Malika et Wilfried qui feront leurs chroniques ainsi que leurs coups de cœur, coups de gueule. Il s'agira aussi d'évoquer l'actualité littéraire lyonnaise, mais aussi nationale. Vous pouvez d'ores et déjà participer à l'émission via les réseaux sociaux Facebook et Twitter, sur notre page édition Salon du Manuscrit sur Facebook et sur @Salon Manuscrit sur Twitter. En attendant un petit morceau musical, 27 de Sami Hayam. Désolé pour la prononciation. Bienvenue à nouveau sur notre émission L'Écho des manuscrits sur Radio Pluriel 91.5. Au Salon du Manuscrit, éditer, c'est l'affaire de tous. C'est pour cela que l'on va vous présenter par le biais de cette émission les auteurs publiés sur le chemin de la publication et à publier par vous-même, car au Salon, c'est le lectorat qui fait son choix. Ce soir donc, nous recevrons Thierry Goutard. Bonsoir. Auteur de Fuguer n'est pas joué, à paraître en librairie à la mi-octobre. Mira Constantine. Bonsoir. Auteur de Brin d'herbe en plein vent, peintre écrivain exposant ses interprétations de haïku en décembre, rue Royale à Lyon. Et enfin, via le téléphone, nous recevrons Catherine Puech, auteure de Au cœur de ta vie, témoignage bouleversant en tête dans nos souscriptions et il y a déjà vendu à ce jour plus de 120 exemplaires. Dans Feu croisé, nous commencerons avec Thierry Goutard, dont le livre Fuguer n'est pas joué sortira donc bientôt en librairie. Mitraillé, littéralement, par nous 3. Il devra s'en sortir, ainsi que Mira Constantine et Catherine Puech. Ensuite, une fois cet exercice de la question-réponse terminé, auquel vous êtes conviés sur nos réseaux sociaux, Malika abordera ce soir le thème quelque peu obscur de Pango, et Wilfried, pour finir, nous réservera ses réflexions autour des livres de ce soir. Tout de suite, Queen of the Stone Age Medication. Radio Pluriel. Radio Pluriel. Bonsoir à tous et bienvenue sur les Échos des manuscrits.
Radio Pluriel. Thierry Goutard, bienvenue. Bonsoir. Votre roman, sans vouloir le résumer et tout dévoiler au lecteur, fait état d'un homme malade qui se sait condamné et dont le seul enjeu, si j'ai bien compris, réside dans le fait de se précipiter à mettre de l'ordre dans son environnement afin de donner du sens à sa vie. C'est bien cela ? Oui, il découvre qu'il est atteint d'une maladie très grave dont on ne va pas dévoiler. Et c'est vrai qu'il se prépare, il sait qu'il va mourir. Je ne sais pas exactement les délais, mais il sait que ça va être relativement quand même rapide, de l'ordre de quelques mois. Et donc, alors qu'il est finalement, il se fait à l'idée que c'est la fin de sa vie, il tombe sur une personne qui va bouleverser la fin de sa vie justement et qui va presque lui redonner le goût de vivre alors qu'il s'était fait à l'idée. Il s'était fait à l'idée. Alors justement, il rencontre Adèle, on peut le dire. Mm-hmm. On peut le dire, c'est une jeune fille, ça se passe tout au début, donc on peut le dire, sans dévoiler la fin. S'ensuit une succession d'événements qu'Hippolyte va quasiment interpréter, toujours dans cet objectif de quête de sens, tel un véritable baroud d'honneur face à la mort. Oui. Alors ma question est la suivante. Est-ce que, à votre avis, enfin, ou pour Hippolyte, le personnage, est-ce qu'il faut être en face de l'échéance pour vouloir donner du sens à sa vie ? Ou alors est-ce qu'on fait tous, comme disait Pascal, est-ce qu'on passe pas notre temps à nous divertir pour éviter l'essentiel, justement ? Oui, je pense que... moi, je suis confronté par ma profession régulièrement à la mort, donc c'est vrai que c'est une question qui me travaille, enfin pas qui me travaille, mais auquel c'est devenu presque, je dirais, une compagne, puisque comme je suis médecin, je la côtoie régulièrement. Mm-hmm. Donc, je pense pas qu'il faille spécialement se préparer à la mort, mais c'est plutôt une incitation à vivre pleinement, sans trop se poser de questions. Qu'il appréhende est une forme de signal qui le pousse vers à remettre de l'ordre dans sa vie. Oui, parce qu'il s'aperçoit qu'il a mené une vie, finalement, il est célibataire, il n'a pas d'enfant, donc il a mené une vie assez monocorde, finalement, toujours pris par son boulot. Et donc là, sa vie est révolutionnée par l'arrivée de cette jeune fille. Et il reprend vie finalement à ce moment-là, au moment où il s'aperçoit qu'il va mourir. Ça, c'est paradoxal. Voilà. Alors moi j'ai une autre question aussi. On peut évidemment pas échapper aux nombreuses références musicales que vous avez dans votre roman. Est-ce que vous les utilisez pour écrire ? Est-ce que je les quoi, pardon ? Vous les utilisez pour écrire ? Oui, en pratique, j'écoute fond, quotidiennement tout le temps de la musique, donc en voiture, quand je sors du boulot, à la maison, si je peux. Et quand j'écris, pas toujours, mais en fond, très très souvent. Ça m'aide, ouais. Et donc, après un roman rock, est-ce qu'on va pouvoir s'attendre peut-être à un autre roman d'un autre genre, de type slam, pourquoi pas ? Pourquoi pas, je connais moins le slam. Moi, j'ai été bercé, je suis le dernier de 6 enfants et j'ai été bercé par la musique pop par mes frères aînés et ma sœur, des années 70, puis 80. Et je suis assez éclectique, j'écoute de tout, mais je suis quand même moins réceptif à ça. J'écoute aussi la musique classique par l'éducation de mon père, mais j'en écoute plus beaucoup. Il y a pas de référence musique classique. En fait, j'en écoute plus beaucoup parce que la musique classique, je trouve qu'il faut se plonger dedans et j'arrive pas à l'écouter en musique de fond. Et comme à la maison, j'ai pas le temps de... Musique de fond nécessaire pour écrire. La pop. Ouais, non, la musique classique, j'écrirai pas avec. C'est plus le recueillement. Oui, tout à fait.
Tout à fait. Alors, pour inaugurer de la question suivante de Wilfried, je vous propose un nouvel petit intermède musical qui vous permettra de participer sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter, Salon du Manuscrit sur Facebook et @Salon Manuscrit sur Twitter. En attendant, excusez-moi de l'accent, Will Child de The Doors. Awake. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see. Choose, they croon, the ancient ones. The time has come again. Choose now, they croon, beneath the moon, beside an ancient lake. Enter again the sweet forest. Enter the hot dream, come with us. Everything is broken up in dances. Wild child, full of grace, savior of the human race, your cruel face. Natural child, terrible child, not your mother's, oh yo, father's child, yo, our child, screaming wild. An ancient lunatic reigns in the trees in the night. With hunger at her heels, freedom in her eyes, she dances on her knees. Pirate prince at her side, stirring into the hollow idol's eyes. Wild child, full of grace, savior of the human race. Up to face, up to face, up to face, up to face. Up to face, up to face, up to face, up to face, up to face. You remember when we were in Africa? Radio Pluriel. Radio Pluriel. Donc Thierry, je pense que vous avez reconnu ce morceau. Oui, tout à fait. J'aurais voulu savoir ce qui vous inspirait. Ce qui m'a inspiré, Non, ce qui vous inspire ce morceau, vu qu'il commence l'œuvre. l'enfant sauvage, donc ça m'a inspiré pour moi, ça a marqué l'irruption d'Adèle dans la vie d'Hippolyte, le héros du livre. L'enfant sauvage, parce que Adèle, c'est une adolescente paumée qui a fugué
Et cette chanson, elle résume bien pour moi, ça illustre bien l'adolescence avec cette période où on est à la fois une sensation de grande puissance, de force en soi, et en même temps et au même moment une fragilité extrême. Et donc pour en revenir à Hippolyte, est-ce qu'on pourrait aussi dire que c'est aussi un enfant sauvage? J'aime bien la question, effectivement, parce Ouais. qu'il est assez trouble, Il est ce oui, personnage oui, d'Hippolyte. Ouais. Oui, Oui. non, l'enfant sauvage, à l'origine c'est plus Adèle, mais effectivement Hippolyte, il est un peu fou et voilà, il a une façon d'exercer la médecine qui est un petit peu à lui, et sur la fin de sa vie, donc il se moque un petit peu des conventions. Donc on peut dire effectivement que c'est un peu lui aussi, ouais. D'accord. Il est un peu ado quand même, tout. Il est un peu tout ado, le long, voilà, hein. ouais. Il est un peu C'est ado. un grand enfant, il a ouais. oublié. Ouais. C'est pour ça que je pense qu'il a cette attirance initiale Pour Adèle. pour Adèle. Mm. Parce Il que a ça peut-être lui- un petit peu ça le envie de ramène à revivre ça le son ramène à sa adolescence. propre adolescence, Ouais. qu'on ne connaît pas dans le livre, mais bon, qu'on imagine effectivement. un Oui, peu. oui, Mhm. oui. Et donc justement, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'il commence et il finit par un morceau de musique, et pas n'importe lequel, c'est The Doors et Bob Dylan. Mhm. Et donc j'aurais voulu savoir, la musique tient vraiment un rôle à part entière dans cet ouvrage, il y en a tout le long, et justement j'aurais voulu savoir quelle différence ou intérêt trouvez-vous à instaurer des ambiances par le biais de la musique plutôt que par des descriptions d'environnement? Eh bien, d'une part parce que j'en avais le besoin, parce que j'aime tellement la musique que j'ai besoin de mettre des références un petit peu, et puis ça donne un petit côté road movie, je trouve, à l'histoire. Voilà, ils prennent la voiture, ils appuient sur le bouton, la musique apparaît avec une toute petite référence. Je trouve que ça donne un rythme. Je voudrais presque lire ce livre avec un YouTube pour avoir un Ce que fond je pensais. musical. Non, c'est bien, vous Ça nous pourrait donnez- se faire maintenant avec On les pourrait faire un lycées. livre musical. Tout à fait, oui. vous nous donnez la playlist pour Ah ouais. refaire notre éducation musicale, c'est assez agréable. Tout à fait. Il en manque beaucoup, hein, mais bon. On ne peut pas non plus en mettre trop parce que après c'est lassant. Alors moi j'ai une autre question. Il y a peu de références religieuses, notamment pour Hippolyte. Il n'y a pas de références religieuses. Je ne sais pas s'il est catholique, musulman ou autre, ou protestant. Et par contre, sa mise en ordre avant de mourir, puisqu'il s'agit de ça, est quand même très, entre guillemets, moralisante. Il a envie de faire le bien. Est-ce que c'est pas un peu bobo tout ça quand même? Peut-être, oui, je pense qu'il a eu une éducation religieuse comme moi. Ouais. Il a encore sa maman qui va voir régulièrement, qui habite dans un quartier chic de Lyon. Oui, oui. Donc il a eu une éducation, on peut imaginer qu'il a eu une éducation religieuse. Il lui dit pas au revoir à sa mère. Non, ouais. Non. Bah oui, c'est son côté white child. Ouais. Mais bon, je pense qu'il a gardé quand même une influence de toute cette éducation. Oui, qui n'est pas nommée. Non. Qui est pas nommée. Les références culturelles qu'on a sont musicales. Oui, tout à fait. Sinon, Hippolyte pourrait s'appeler Mohamed ou autre. C'est pas... Oui, non. Par contre, il a quand même terriblement envie de faire le bien. Il n'y a pas de cri, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de colère. Non, sauf avec un personnage à un moment donné. Oui. Mais c'est Il y a toutes les raisons légitime. Oui, tout à fait. Tout à fait, assez légitime. Non, il est plutôt sur le mode de l'acquisition d'une certaine sérénité, donc Oui. sur la fin de sa vie. Donc effectivement, la colère, c'est pas son truc. C'est pas son truc. Hein. Ouais. Mais ça m'a étonné quand même dans ce roman qu'il y ait peu de colère. Parce que... À cause de la mort qui arrive, Ouais. il a envie de... Ouais. Par contre, Non, veut par moment, il y a vraiment- des petites... Il range touches, toutes oui. ses affaires, enfin, au sens moral du terme. Hein. Il veut que tout soit bien clean derrière lui. Oui, ses rapports avec sa meilleure Ouais. amie, tout ça, Ouais. il essaye de mettre au clair tout ça. Ouais. Et puis,
puis bon, avec Adèle, on peut pas Oui. trop raconter. Faut parce pas que, tout dire, voilà. faut pas tout dire. Mais effectivement, il va tout faire pour que tout se passe bien après. Ouais. Ouais. Malika? Alors moi, une question par rapport à votre titre, donc je le rappelle, Fuguer n'est pas joué, fait plutôt référence à la fugue d'Adèle du domicile familial, ou plutôt à Hippolyte qui fuit ses sentiments envers Violette, ou voire même Adèle. Bah, un peu des deux, mais à l'origine, c'est plus par rapport à Adèle quand même. D'accord, ok. C'est Et, plus Adèle, puis, oui. Fuguer n'est pas ouais. joué, j'aime beaucoup ce titre. C'est bah, vrai que... Le petit jeu de mots avec Oui, le, bien sûr, oui, le jeu ouais. de dames. Oui. Mais Il décrit j'ai bien le trouvé livre. ce titre rigolo. Oui, oui. Mais effectivement, ça peut faire penser à la fois à Adèle, mais aussi à Violette. Parce que il a quand même pas mal fui Oui. la situation. Il faut, Ouais. faut être honnête. Hein. Ouais. Et puis, Il est un petit effectivement, peu... on peut pas jouer avec tout, effectivement. Et justement, pourquoi il se refuse à cet amour avec Violette, qui a l'air de pourtant l'attirer Parce que c'est une amie qu'il connaît depuis tellement longtemps qu'il a établi un tel rapport d'amitié avec elle qu'il a peur en fait de casser cette amitié, je pense. Et bon, c'est toujours le rapport. La question, est-ce qu'on peut être ami d'une personne du sexe opposé sans arrière-pensée? Voilà, donc il a peur de déstabiliser un peu ces rapports qu'il a avec elle. Et puis, donc, il se l'est caché en lui-même, et pour lui, pendant très longtemps, ça a été comme ça. Ça pouvait pas être autrement. Et, bon, il a fallu que, finalement, l'arrivée d'Adèle et sa mort prochaine bousculent tout ça pour qu'il se rapproche d'elle. Et sinon, est-ce que vous vous sentez proche de ce personnage dans le sens où vous surfez un peu sur la vague de ces personnages très cyniques, des anti-héros, grands ados, autodestructeurs, Oui. Dr House, tout ça? Ouais, je Oui. me sens proche, ouais. D'accord. Moi, j'aime bien... Bon, il est médecin, moi aussi, évidemment. Et j'aime bien les personnages un peu atypiques dans notre profession. J'aime pas quand c'est trop cadré, trop droit. Trop normé, Ouais. trop classique, trop Donc, conventionnel. je trouve qu'il faut un petit C'est vrai peu qu'Hippolyte de... n'est pas très conventionnel. Il a... ouais. Est-ce que vous l'êtes? J'essaye de ne pas l'être trop, d'être consciencieux, mais un peu de garder une certaine originalité dans ma façon d'exercer quand même. Puis, bon, surtout de garder, de m'attacher au rapport humain et pas uniquement à la technique. Vous êtes un petit Dr House? On essaye, ouais. J'ai un collègue qui ressemble beaucoup physiquement À Dr House. à Dr House, et il a d'ailleurs Une bébé. parfois des petits problèmes articulaires. Il prend sa canne, il est barbu, et voilà, là c'est vraiment lui. Donc voilà, peut-être que ça m'influence un peu en ce sens. Il doit avoir beaucoup de succès. Oui, Et beaucoup d'amis aussi. Il est compétent. ouais, ça va. Alors moi j'ai une petite question qui me taraude. Quand j'ai lu votre livre, il y a un passage que je vais citer du Oui. reste. Et puis après je vous poserai la question. Aïe, aïe, aïe. Oui. Il baissa la musique, Hippolyte, s'approcha dans la pénombre et s'agenouilla contre le divan. Il écarta ses cheveux et resta un moment à l'observer. Tout proche, il percevait sa respiration à travers ses lèvres entr'ouvertes. Il tenta en vain de rabattre la chemise de nuit sur ses cuisses, mais Adèle gémit et se replia davantage. L'appartement tombait désormais dans la pénombre, la musique toujours en sourdine. Il se redressa, attrapa une couverture dans un de ses placards et l'étendit maladroitement sur le corps endormi à demi nu. Il s'allongea côté d'elle, en prenant soin de ne pas la réveiller, posa une main protectrice sur son épaule. La peau d'Adèle avait des parfums de sable marin, sa poitrine se soulevait doucement comme les assauts apaisés de la mer un soir d'été. Hippolyte ferma les yeux et chercha en vain le sommeil. La question s'impose. Y a-t-il une relation non avouée, non avouable, quasi pédophile, un désir de la part d'Hippolyte à l'égard d'Adèle? Quasi pédophile, peut-être pas, mais il y a une ambiguïté, effectivement, et dont il a conscience. Donc, bon, Adèle est
je crois qu'elle a 17 ans dans le Oui, roman. c'est une Mais belle bon, elle est adolescente. plutôt bien, je veux dire, elle Bien est foutue. en avance, elle est plutôt bien foutue, donc c'est quasiment une femme, enfin c'est une femme, il a à la fois ce rapport protecteur vis-à-vis d'elle et en même temps il a pas des sentiments, mais enfin oui, il y a une ambiguïté. Il y a une ambiguïté dans il a une attirance, dans son voilà, désir, oui, oui, tout à fait, qui oui. le refoule pas ou peu, visiblement. Là, enfin, il va pas passer à l'acte, évidemment, Non. mais il a conscience de ce désir. Oui, il a conscience, Oui. Ça m'a un petit peu... troublé. Non, pas troublé, mais je me suis dit, pour un personnage tel que lui, il est relativement classique, finalement. C'est quand même le genre de sentiment qui serait refoulé. Oui, mais enfin bon, Adèle, c'est pas une enfant, comme on a dit, hein, donc... Ouais. Non, je trouve que c'est assez beau. Ouais. Cette attirance un petit, enfin, qui Oui, sait oui. qu'il va pas aboutir. Qui va pas aboutir, bien sûr, oui. Mais voilà, elle est belle et il a Et envie, elle en aussi même temps, est un lui, petit peu... il a la quarantaine un peu passée, il sait qu'il a une maladie grave, donc c'est un peu naturel, je pense, je sais pas. Oui, c'est un peu le démon de midi aussi qui Mm. travaille. Ouais. Ouais. Enfin, son vrai amour est ailleurs, quand même. Comment ? Son vrai amour est ailleurs, mais bon, il y a cette ambiguïté-là. Oui. Mm. J'ai une autre question avec un autre extrait. Accoudé au balcon, il jouait avec la lumière du mégot qui scintillait à chaque aspiration. Derrière la ville, le soleil rouge sang doublait de volume au fil des minutes et ses contours se déformaient, étirés par les derniers assauts du brouillard. Soudain, une brise glaciale dispersa les derniers nuages et Hippolyte eut un léger frisson. Les premiers rayons glissèrent comme des coulées de lave sur les tuiles vieillies des toits qui s'enflammèrent. Le ciel s'embrasait quand Hippolyte ressentit un craquement insoutenable, une longue fêlure. Il vit défiler les visages souriants d'Adèle, Momo et de Violette. L'écran s'éteignit sur cette dernière image lumineuse, apaisante. Dans le salon, Bob Dylan continuait de chanter « Well, I return to Queen of Spades ». Il tomba sur le sol, inondé de lumière. Quelque chose à rajouter, Thierry Goutard ? Non, je pense qu'il n'y a rien à dire de plus. Enfin, je sais pas. Très beau passage. Merci. Très très beau passage. Et pourquoi Bob Dylan ? Parce que j'aime bien Bob Dylan, que c'est un grand poète en même temps qu'un musicien. Et puis, il a cette chanson c'est une de ses plus belles chansons, je trouve, de l'album Blonde on Blonde. Et voilà, il a écrit Forever Young, donc jeune à jamais. Et voilà, donc il meurt en restant jeune à jamais. C'est vrai. Mais avant d'écouter Bob Dylan, une petite question. Je suis quand même étonnée qu'il fume autant et qu'il boive autant. Hein. Il a tendance un peu à abuser. Ouais, mais les médecins, ils ont beaucoup de vices. C'est vrai, c'est parce qu'il est médecin donc. Je ne sais pas si c'est pour ça, mais de toute façon, il sait qu'il va mourir, donc il peut fumer. Hein. Oui. Oui, c'est un gros fumeur, mais quand j'ai commencé à ébaucher le livre, c'était juste au début des lois anti-tabac dans les espaces publics, et en tant qu'ancien fumeur, ça m'énervait. Donc. Mais voilà. Non, c'est vrai qu'il n'est pas à recommander, son mode de vie n'est pas à recommander à tout le monde. Non, Ouais. on va pas mettre entre toutes les mains. Eh bien, pour conclure, écoutons Bob Dylan. I Want You de Bob Dylan.
take her sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes I want you so bad. Honey, I want you. Now my fathers, they've gone down, true love, they've been without it. But all their daughters put me down, cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows that she's not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, I want you, yes I want you so bad. Honey, I want you. Now your dancing child with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't very cute to him, was I? But I did it because he lied, and because he took you for a ride, because time is on his side, and because I want you, I want you, yes I want you so bad. Honey, I want you. Bienvenue à nouveau sur notre émission L'écho des manuscrits sur Radio Pluriel 91.5 avec Wilfried Bonin, Malika Bounoua et moi-même. Je vous rappelle que vous pouvez intervenir sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter, Salon du Manuscrit pour Facebook et @Salon Manuscrit sur Twitter. À présent, feu croisé autour de Mira Constantine pour son recueil d'haïkus Brin d'herbe en plein vent, en souscription sur notre site et dont les peintures seront exposées en décembre rue Royale à Lyon. Bonjour Mira. Bonjour. Alors en premier lieu, je tiens à vous signifier combien j'apprécie, et je ne suis pas la seule, cette écriture d'instantané, terriblement en phase avec notre époque. Merci. Bref, une première question me vient à l'esprit. Est-ce intentionnel ou est-ce l'œil du peintre, que vous êtes aussi, qui recherche cette écriture un peu, on dirait, antéprédicative au sens phénoménologique du terme, c'est-à-dire qui veut revenir avant nos habitudes et avant notre culture. Je m'explique. Si l'on prend votre 5e haïku, l'ouvrier, un arrosoir de bitume à la main fait pousser le trottoir. Ou encore le 6e, carcasse étincelant, les voitures glissent sur l'asphalte. On réalise combien votre regard s'est émancipé du déjà connu ou encore de l'habitude. Ainsi que le dépeint Heidegger à propos de Cézanne. Il va en deçà des catégories, revient un regard premier ou neuf, là où il n'y a pas de délimitation. Aussi, les formes se mêlent, retrouvant leur couleur première, car ce sont nos habitudes qui les démêlent et les mettent en forme. La première perception, la vôtre, est-elle sans sens ou insensée ? C'est le cas de certains de vos haïkus. La question est simple.
L'explication était compliquée, la question est simple. Bah, Est-ce que c'est volontaire? Quelle oui. est votre attitude quand vous Ouais. écrivez ou que vous peignez? Puisque finalement, c'est presque la même gestuelle, j'ai l'impression. Ça se passe un peu de la même façon, c'est-à-dire que j'écris des haïkus un peu comme je fais des croquis. J'ai un calepin dans la poche et je regarde autour de moi et je réfléchis à ce que j'ai sous les yeux et de quelle façon le décrire d'une manière la plus brève possible et en même temps la plus intéressante en trois lignes. Et du coup, c'est vrai que souvent, je trouve ça intéressant de couper les explications, ce qui est un peu le principe du haïku, de couper la logique et de faire seulement des impressions fugitives accumulées ou juxtaposées pour un peu nous laver le regard, quoi, pour qu'on regarde à nouveau les choses comme elles sont et pas seulement avec leur explication. Et c'est vrai, par exemple, pour la nature, pour regarder ce qu'on voit de la nature, mais c'est vrai aussi pour ce qu'on voit dans la ville. Et voilà. Moi, j'ai jamais vu d'ouvrier qui arrosait le bitume pour faire pousser le trottoir. Et ben en fait, c'est dans ma ville, à Belfort. À un moment, ils ont refait tous les trottoirs et ils versaient du bitume avec un arrosoir sur le trottoir Génial. pour faire l'asphalte bien plat. Et donc de l'extérieur, on avait vraiment l'impression qu'ils étaient en train de faire pousser le trottoir avec un arrosoir. Et du coup, je me disais que ce serait ce que pourrait se dire un enfant de 3 ans ou de 5 ans. Tout à fait. Et, ouais. C'est bien voilà. ça, ce que dit Heidegger de Cézanne, c'est-à-dire qu'il faut revenir au premier regard pour retrouver les sensations premières en deçà de ce qu'on nous a appris. Oui, et puis en fait, je trouve que le haïku, c'est un peu un exercice très formateur quand on écrit, parce que quand on écrit et qu'on commence, on a tendance à être très bavard, à vouloir raconter plein de choses et tout expliquer, toujours donner tout plein d'explications au lecteur pour l'accompagner, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus intéressant d'en dire peu. Et finalement, le fait d'écrire des haïkus, ça m'a permis d'apprendre à élaguer, à couper tout ce qui était inutile pour revenir vraiment à l'essentiel. Et finalement, l'essentiel, ça peut être... On peut considérer que c'est un regard d'enfant, effectivement, sur le monde, ou un regard de quelqu'un qui n'a aucun préjugé, qui regarde le monde comme si c'était une autre planète. Voilà. Alors, vous parlez d'haïkus, justement, mais c'est pas des vrais haïkus, hein. Oui, effectivement. Parce que les haïkus, c'est autre chose. On est dans le culte de l'éphémère, de la saisonnalité. Là, on ne parle pas de l'éphémère, ou très peu. Disons que, effectivement, je me rapproche de la forme des haïkus et en même temps, ce sont des haïkus libres, entre guillemets, puisque d'une part, ça ne respecte pas la forme de 3 vers qui font 5 syllabes, 7 syllabes, puis 5 syllabes, qui est la forme japonaise. Et effectivement, dans la forme japonaise, il y a aussi toujours la présence de l'éphémère, la référence aux saisons. En revanche... Au départ, dans les premiers haïkus que j'ai écrits, ils portaient sur les saisons. D'ailleurs, il y a une section du recueil qui s'appelle Printemps, été, automne, hiver. Mais ensuite, c'est vrai que je me suis un peu affranchie de cette tradition pour faire d'autres choses. Et disons que je trouve que quand on prend une forme poétique dans une autre langue, comme là c'est le cas, ça vient du japonais, on peut se permettre des libertés parce que finalement... Après en avoir beaucoup écrit, j'ai lu des haïkus japonais, j'en ai lu énormément maintenant parce que c'est une forme que j'aime beaucoup, mais finalement quand j'ai commencé à en écrire, j'étais un peu neuve et inculte sur le sujet, et donc j'étais un peu libre de cette tradition que je connaissais pas très bien, et ça permet de la réutiliser d'une autre façon. De même que ce serait pas forcément intéressant qu'une personne en turc ou en japonais écrive des alexandrins tels quels, mais qui reprennent la forme pour en faire autre chose. Pourquoi pas? Cependant, il y a des gens qui écrivent des haïkus très classiques en français, en respectant les 5-7-5 et puis la référence à une saison, etc. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien avoir un peu de liberté quand j'écris, et du coup, j'ai pris ce qui me plaisait dans la contrainte et j'en ai un modèle enlevé que vous faites une un partie. petit peu exploser. Voilà. Pour pouvoir trouver votre place. Oui. Voilà. Oui, tout à fait. Et il y a une grande spontanéité dans ces haïkus, je trouve. Oui. Souvent, je les écris vite. Après, je les reprends à plusieurs reprises, mais sur le moment, j'en écrivais, quand j'ai fait ce recueil pendant 2 ans, j'en écrivais 4 ou 5 par jour, quand j'attendais le bus, entre 2 cours, comme je suis enseignante, chez moi au petit déjeuner, et ensuite, je les reprenais, je les retravaillais, un peu comme une matière, mais c'est comme des croquis, quoi. Et vous les avez lus à vos élèves? Non. Non, parce que c'est compliqué. Étant prof de lettres, je travaille sur des textes, disons, consacrés, appartenant au patrimoine établi. Moi, je suis une jeune débutante. Donc, il me semble que
mes textes sont peut-être encore un peu bruts et primaires et pas encore suffisamment achevés pour mériter un enseignement scolaire. Et est-ce que vous leur en faites faire ? Oui, par contre, oui. Je fais aussi des ateliers d'écriture pour des adultes où je fais écrire des haïkus et je le fais aussi avec les jeunes et c'est une forme que je trouve très belle parce qu'elle est très démocratique au sens où beaucoup de gens peuvent s'emparer de cette forme et écrire des belles choses et surtout se permettre d'écrire de la poésie, ce qui est une forme qui paraît souvent un peu compliquée ou inaccessible si on n'est pas littéraire. Alors que là, toutes sortes de personnes ayant toutes sortes de parcours, de n'importe quel âge, peuvent s'emparer de cette forme et exprimer quelque chose, y compris des enfants de primaire. Il y a des recueils de haïkus d'enfants de primaire qui sont superbes. Et donc oui, j'en fais écrire. Voilà. C'est pas mal. Et justement, ce premier contact avec le haïku en lui-même, il a été fait quand ? Alors en fait, j'ai lu des haïkus à l'occasion, je pense, dans mes études de lettres et comme ça, par hasard, mais j'ai vraiment eu envie d'en écrire grâce à un livre que je trouve merveilleux, qui est Écrire de Fally Stachak, qui est un livre d'animation d'atelier d'écriture. En fait, un livre qui permet à une personne chez elle d'apprendre à écrire toute seule dans son coin, avec des propositions d'écriture, avec des guides, des idées, d'une façon très, très libre et très chouette. Fally Stachak. Fally, plus loin, Stachak. Fally Stachak. Et elle a écrit aussi d'autres ouvrages, écrire pour la jeunesse, écrire des contes, mais celui-là, écrire tout court, il est vraiment très, très chouette. Et donc, il y a un chapitre sur les haïkus où elle explique, où elle incite à en écrire en donnant des propositions d'écriture. Et j'ai commencé comme ça. Et puis, en fait, je sais pas, cette forme est restée dans la tête et j'ai commencé à en écrire plein, de plus en plus, jusqu'à ce que le rythme soit rentré un peu dans mes doigts, comme en musique, quand on a le rythme ternaire dans la tête. C'est des instantanés. Oui. C'est des instantanés, oui. Comme des photos ou voilà, des images. À la fois de réalité extérieure, mais aussi intérieure. Des émotions, des sentiments, des sensations. Oui, et je trouve que le haïku, c'est une façon très, très efficace de cerner ces émotions et de les enfermer dans une petite forme courte et close qui permet de les... de les définir et en même temps de s'en décharger un petit peu. C'est un peu les mettre à l'extérieur, sur ces 3 vers, enfermés dans cette petite boîte. Donc c'est une façon aussi de s'exprimer et de se défouler en quelque sorte. Mais ouais. Il y a une clôture, mais en même temps il y a une espèce de quête un peu infinie. Enfin, c'est bouclé, donc ça tourne en rond à l'infini. Enfin... Oui, et puis en principe, on ne sait jamais dans un haïku, puisqu'en général, où il n'y a pas de verbe, où il n'y a pas vraiment de connecteur logique, on ne sait pas si c'est un processus ou si c'est un instant dans le temps, si c'est arrêté ou pas, qui parle par exemple. Et donc ça donne un peu une impression d'éternité, et en même temps ça donne l'impression que c'est une photo ou un croquis, quelque chose d'un arrêt sur image. Et j'aime bien cette ambiguïté-là, j'aime bien. Malika, tu voulais... Oui, justement, alors, le philosophe Jung et le peintre Paul Klee, eux pensaient qu'il préexistait donc du coup un langage dans l'inconscient. Est-ce que vous sentez, est-ce que vous faites partie de cette mouvance ou dans cette recherche de langage universel, d'inconscient collectif ou... Oui, je trouve que y a des choses qui sont exprimées dans les littératures de tous les pays et qu'on retrouve justement dans le haïku japonais et qu'on va retrouver dans la littérature française. Par exemple, le fait de parler de... je sais pas, de la lumière, du ciel, de la neige, tout ce qui concerne les saisons, par exemple, ou la vie et la mort, la maladie, bon. Et comme il y a quelque chose d'éphémère et d'instantané dans le haïku, c'est un peu une manière de... comme on... je sais pas comment dire. Comme on ne donne pas d'explication, qu'on ne donne pas de référence culturelle non plus, c'est quelque chose qui peut être compris et lu une fois qu'il est traduit par des humains d'un peu tous les univers. Ce qui fait que, par exemple, les haïkus japonais, ils sont très très accessibles pour nous, même ceux du XIIIe siècle. Et on a l'impression qu'ils sont contemporains parce que il n'y a pas tout l'entourage culturel qui ferait que... Est-ce que c'est des idéogrammes et qu'il n'y a pas de... La langue évolue peu. Oui. Très peu. Aussi. Mais peut-être que la question se pose davantage pour ce qui concerne les interprétations, les visuels. Ah oui, les illustrations, oui, j'avais pas compris. Oui, effectivement. Là, c'était ça mon idée de départ, c'était plutôt
ça venait d'un manque, c'est-à-dire que je me disais qu'il fallait que je fasse des illustrations pour les haïkus. C'est aussi ce que m'avaient dit les lecteurs au vendredi du manuscrit. Oui. Et en même temps, n'étant pas calligraphe et ne connaissant pas le japonais, je me voyais mal faire des idéogrammes japonais. Et donc, en même temps, je me voyais pas non plus faire des dessins figuratifs parce que je trouvais que ce serait redondant, que ça serait en trop, quoi, par rapport au haïku. Et du coup, je me suis retrouvée à me dire que j'allais faire une langue qui n'existe pas, et j'ai toujours été très séduite par les personnes qui imaginent une langue imaginaire comme la langue elfique de Tolkien ou le chanteur... j'ai oublié son nom. Un chanteur qui a inventé sa propre langue... qui a eu un... Bon, je me souviens plus de son nom. Le Jumanji aussi. Langue à part part entière. Voilà, et donc du coup, j'ai toujours trouvé ça très amusant comme idée, le fait d'inventer une langue. Et du coup, au départ, c'était ça mon idée, de faire un alphabet, d'imaginer que ça ait un sens. Et puis en fait, le plaisir de dessiner m'a emmené finalement à oublier un peu le sens et à faire les idéogrammes pour eux-mêmes, enfin les signes pour eux-mêmes. Et c'est amusant parce que finalement, du coup, moi, j'y voyais quelque chose quand je les ai dessinés, mais dans mon entourage, chacun y voit des choses différentes. Et est-ce que vous, des fois, quand vous replongez dans vos recueils, est-ce que vous arrivez à retrouver cette idée que vous aviez à la base en les dessinant, ou des fois, non, ça se perd Alors, ça dépend lesquels, parce qu'il y en a où ça se voit un peu, c'est à moitié figuratif, à moitié abstrait, donc on voit quelque chose qui se dessine, une silhouette ou une feuille, et là, je me souviens que c'était ça mon intention. Mais parfois j'ai complètement oublié, et puis parfois j'ai échangé, c'est-à-dire que j'ai pas forcément mis le signe qui correspondait au poème de départ. Parfois ça allait mieux avec un autre poème. Par exemple, si on mélange les pictogrammes d'un côté et les haïkus de l'autre, est-ce que vous arrivez à les rassembler? Oula, pas tous, non, pas tous. Certains, oui, certains vont vraiment bien avec un seul signe, d'autres... pas vraiment, c'est plutôt les couleurs qui m'ont guidée. C'est vrai que c'est pas toujours facile non plus. Non. Et, mais j'aime bien le fait qu'il y ait une part de gratuit, un peu de puis ça illustre aussi. Voilà, de pas préméditer, quoi. C'est-à-dire que finalement, on peut prendre le haïku tout seul ou le signe tout seul, et quand on met l'un en face de l'autre, on peut trouver toutes sortes de significations, et chaque personne va y voir quelque chose de différent, et du coup, ça donne pas mal de liberté, et ça fait que c'est pas trop fermé comme... c'est pas fermé aux interprétations, et je trouve que comme c'est une forme très courte, le haïku, on a tendance à rêver un peu sur la page, et du coup le fait de pouvoir rêver à la fois sur le poème et sur l'image, je trouvais que ça allait dans la même démarche mentale, un peu la même façon de faire, voilà. Justement, moi j'ai une petite question. Je prends page 8, police municipale, bâtiment propre, apparemment débonnaire. Je décris votre interprétation visuelle. On y voit un rond, ou plutôt un œuf, comme armé. Aussi, le lien me semble évident. Dans d'autres haïkus, ça l'est beaucoup moins. Est-ce que vous avez voulu faire du figuratif, ou est-ce que c'est plutôt dans le tracé, l'émotion, que votre écriture se dit ou se lit? Est-ce qu'il y a aussi une émotion dans le tracé? Dans le tracé du dessin ? Oui. Oui, et en général, en fait, quand le signe est proche du haïku, c'est qu'il y avait quelque chose de visuel dans le haïku. Par exemple, là, c'est un bâtiment rond, et du coup, ça m'a inspiré le signe autour de la rondeur, et du coup, ça... Et en même temps, le fait que, comme c'est la police, ça semblait évident. Quelque chose de rigoureux, voilà. Oui. Après, parfois, il y avait certains haïkus qui étaient plus abstraits, où du coup, je me sentais plus de liberté dans le signe à faire en face. Et puis aussi, par choix... Parfois, j'avais envie que... Parfois, j'étais inspirée directement par le haïku, et parfois, j'avais envie de faire un signe pour lui-même. Et que ça joue l'un avec l'autre de façon beaucoup plus lâche, en fait. Donc, ça dépend lesquels, en fait. Mais pour celui de la police municipale, effectivement, j'avais du mal à exprimer mon idée dans ce haïku-là. J'ai tourné autour un bon moment. J'ai beaucoup aimé. Ça fait référence au bâtiment de la police à Villeurbanne, en fait. Et je passé un bon moment devant, et j'étais assez perplexe. Et c'est vrai que le dessin me servait un peu à tourner autour encore pour préciser mon idée, finalement. D'accord. Voilà. De façon un peu circulaire. Voilà. Wilfried, tu voulais poser... Au final, non, elle a répondu à toutes les questions que j'allais poser avant que je les pose, donc je suis plutôt content. Moi, je trouve... Alors, mon pull rouge embrasse voluptueusement mon pull bleu dans l'armoire. Comment expliquez-vous qu'un pull embrasse un autre pull ?
C'était une image visuelle au départ. Je trouvais que ça ressemblait à un tableau, c'est-à-dire que j'avais 2 pulls emmêlés l'un dans l'autre. Mais comme il y a des bras au pull, ça donnait vraiment l'impression qu'ils étaient en train de s'embrasser. Et du coup, c'est cette idée qui m'a... Souvent, en fait, quand je vois quelque chose qui me plaît autour de moi, je pourrais en faire un dessin ou un haïku. Tout à fait. Les deux sont un peu interchangeables. Ma question était un petit peu désagréable, mais tout simplement, on voit la photo. C'est une photo. C'est superbe. Alors, petite pause musicale durant laquelle j'invite nos auditeurs à intervenir sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter, Salon du Manuscrit sur Facebook et @Salon Manuscrit sur Twitter, pour questionner Mira ou Thierry et évoquer ce qui vous vient à l'esprit. Et maintenant, je vous propose Babouchka de Kate Bush. She wanted to test her husband. She knew exactly what to do. A pseudonym to fool him. She couldn't have made a worse move. She sent him scented letters, and he received them with a strange delight. Just like his wife, but how she was before the tears, and how she was before the years flew by, and how she was when she was beautiful. She sang the letter on, babushka, 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 ya. On, babushka, 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 ya. She wanted to take it further, so she arranged a place to go, to see if he would follow for her incognito. And when he laid eyes on her, he got the feeling they had met before. Uncanny how she reminds him of his little lady, capacity to give him all he needs, just like his wife before she freezed down him, just like his wife when she was beautiful. Shouted out, I'm all yours, babushka, 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 ya, ya. All yours, babushka, 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 ya, ya. All yours, babushka, 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 ya, ya. 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 Radio Pluriel. Radio Pluriel. Bienvenue sur le plateau de notre émission L'écho des manuscrits pour notre feu croisé avec Mira Constantine pour son recueil d'haïkus Brin d'herbe en plein vent et Thierry Goutard, Fuguer n'est pas joué. Alors nous avons des questions sur Facebook. C'est pas une question, il y a Étienne Huran qui nous dit s'agit-il du chanteur Nosfl? Oui, c'est ça, c'est Nosfell. Nosfell, excusez-moi. Voilà. Je C'est suis Nosfell nulle. qui a en fait inventé tout un univers, une langue, une mythologie et qui fait ses spectacles. Il crée son univers à lui et quand il chante, c'est une langue qui n'existe pas. C'est très fascinant, je trouve. Alors j'ai une autre question de la part de la même personne. Existe-t-il des communautés d'écrivains de haïku en France ?
Alors il y en a plusieurs sur Facebook. Et c'est assez amusant parce qu'on voit qu'il y a un clivage en France entre justement les communautés de haïku assez libres, comme ce que je fais moi, où c'est les 3 vers qui priment et le fait d'être dans quelque chose de fugitif et d'instantané. Et d'autres communautés où c'est vraiment plus la forme plus stricte, classique, voilà, 5, avec le 7, 5-7-5, voilà. et puis une certaine conception de... Enfin, on est censé avoir le thème plutôt dans le premier vers ou dans le 3e vers, suivant... Enfin, c'est très précis. Et donc, oui, effectivement, ça marche. Voilà, il y a les du deux monde qui qui existent. écrit des... Ouais. Alors, une question pour Thierry Goutard. Quelle est la part autobiographique du roman? Qu'y a-t-il de Thierry Goutard dans son héros Hippolyte? Ça, c'est une question qu'on n'oserait pas poser, nous, sur le plateau. Oui. Mais voilà, En ce qui concerne la trame de l'histoire, il n'y a rien d'autobiographique. Si ce n'est ses sentiments, ses réactions peut-être par rapport à des événements, et puis son amour de la musique. Voilà, j'aime bien le whisky aussi. Donc, j'espère que vous en buvez pas autant que lui, quand non, même. moins. Mais voilà, il n'y a pas d'événement qui soit arrivé à Hippolyte particulièrement qui me soit arrivé. Oui. Malika, tu voulais poser une question. Tu m'as dit non? Ah non, j'ai cru. Non. Alors, Wilfried, non? Non, des questions bateau, des projets pour aller au Japon J'aimerais bien. Qu'est-ce que vous attendez? Plusieurs choses, des sous éventuellement. Non, disons que je rêve d'aller au Japon, effectivement. Il y a la barrière de la langue, parce que du coup, ça doit être frustrant d'être là-bas et d'absolument rien comprendre, tout ce qui est écrit partout. Mais c'est prévu. Et j'ai aussi l'intention de davantage m'intéresser justement au japonais écrit dans la même idée, parce que le fait d'avoir fait tous ces signes et tout, ça m'a donné envie de... Voilà. Bien sûr. Oui. Un petit mot pour conclure, Mira? En tout cas, j'ai beaucoup apprécié avec le Salon du Manuscrit le fait de... Justement, je disais que j'avais eu l'idée de faire les illustrations avec les Vendredis du Manuscrit. J'ai participé au Vendredi du Manuscrit 2 fois. Une première fois où les lecteurs m'ont fait plusieurs remarques, et puis ensuite une deuxième fois. Et ça m'a beaucoup plu parce que ça m'a permis de beaucoup faire évoluer le recueil. Donc, et il a bien évolué après. J'ai changé beaucoup de choses, ouais. Mais écoutez, un grand merci pour vos réponses et bravo encore pour Brin d'herbe en plein vent, qui, je le rappelle, est disponible au Salon du Manuscrit et pour lequel il y aura une expo aussi en décembre, rue Royale. À nouveau, une petite pause musicale durant laquelle, je vous le rappelle, vous pouvez intervenir sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter, Salon du Manuscrit sur Facebook et @Salon Manuscrit sur Twitter, pour questionner à nouveau Mira ou évoquer ce qui vous vient à l'esprit avec Thierry Goutard. À présent, écoutons Please Mr. Postman de Marvin Gaye. From my
Radio Pluriel. Radio Pluriel. Nous sommes toujours en compagnie de l'Écho des manuscrits sur Radio Pluriel 91.5 et nous recevons à présent Catherine Puech au téléphone pour son ouvrage Témoignage au cœur de ta vie. Nous nous excusons bien et nous sommes bien désolés auprès de Catherine de ce retard, mais nos intervenants étaient très loquaces et il y a eu un petit souci technique au départ de l'émission. Bonjour Catherine, êtes-vous en ligne ? Bonjour. Bonjour Bonsoir. Catherine. Alors peut-être qu'il y a un petit souci, c'est pas bien grave. Je rappelle le contenu de son ouvrage Au cœur de ta vie, donc qui est un témoignage qui relate l'histoire de son fils Benjamin, atteint d'une maladie rare, la cardiopathie, vous connaissez sans doute Monsieur Goutard, et tout en filigrane les angoisses que Madame Puech, sa mère, traverse encore jour après jour, et l'espoir qui l'anime jour après jour et qu'elle délivre, ainsi que sa force hors du commun avec son mari et sa fille qui, elle aussi, participe à la tentative de guérison de Benjamin. Famille merveilleusement courageuse, s'il en est, qui traverse des épreuves extraordinaires au sein des hôpitaux. Et Catherine Puech est donc là avec nous pour répondre à quelques questions. Catherine, vous êtes en ligne ? Oui, tout à fait. Allô ? Bonsoir. Oui. Allô ? Je sais que Catherine Puech a attendu un certain temps en ligne sans pouvoir être avec nous sur le plateau. Peut-être qu'il y a eu un tout petit souci. Mais je suis persuadée qu'on va bientôt la voir au téléphone. Ce qui nous étonne, les animateurs ainsi que tous les lecteurs Au cœur de ta vie, c'est tout d'abord la faculté qu'elle a eue à avoir un tel recul, une telle objectivité en face de ce drame. Et on se demandait déjà dans quelle mesure elle avait pu écrire ce témoignage bouleversant et comment elle avait pu réussir à narrer, à relater cette histoire, un petit peu comme le journal d'Anne Frank, où au bord du drame et de l'échouage, elle a réussi à pouvoir quand même extraire la substantifique moelle pour arriver à créer quelque chose de littéraire. Alors, est-ce qu'on peut parler de mémoire traumatique qui peut permettre d'aborder cet écart entre la vraie vie et la littérature ? C'est une question qu'on va pouvoir peut-être lui poser. Madame... Allô ? Oui, Madame Puech, Oui. vous êtes là ? Oui, je vous entends. Ah, super. Je suis désolée pour tout ce retard. On a pris du retard. Nos deux intervenants, Thierry Goutard et Mira Constantine, sont là et c'est de leur faute. Si vous voulez, vous pouvez les engueuler. C'est pas à cause de moi. Voilà. Alors. En fait, je vous entendais, mais vous ne m'entendiez pas. D'accord. Alors, si vous avez entendu ce que j'ai dit, je ne vais pas le répéter. Simplement un grand bravo pour votre force et la vigueur de ce témoignage. Justement, donc, comment est-ce que vous arrivez à écrire quelque chose qui est aussi proche et dramatique, enfin dur à vivre ? Comment est-ce que vous arrivez à avoir ce recul et cette objectivité ? Moi, ça me fait terriblement penser au journal d'Anne Frank, en fait. Oui, effectivement, c'est, disons, ce que m'a dit ma fille aussi, car au départ, c'était uniquement des notes, parce que effectivement, quand on vit quelque chose de traumatisant, on a envie de se rassurer un petit peu, de ne pas céder à la panique, et donc de prendre des notes, de suivre le parcours de soins de plus près, non pas par manque de confiance, mais un peu pour se rassurer soi-même. Donc, je me suis rendu compte que les notes étaient de plus en plus volumineuses. Et j'en ai parlé donc avec ma fille qui a 28 ans et qui donc pouvait me répondre. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu n'écris pas tout simplement un livre ? Donc c'est vrai que ça a pris la forme d'un journal de bord, tout d'abord. Et après, c'est vrai qu'elle m'a dit, ça me fait penser au journal d'Anne Frank. Moi aussi. Oui, tout à fait.
Voilà, parce que beaucoup de personnes qui l'ont lu m'ont dit c'est étonnant le nombre de précisions qu'il y a, les jours, les heures, des moments vraiment précis. Et c'est vrai que ma première façon d'aborder le livre, enfin disons pour l'instant c'est un manuscrit, c'était de noter à fur et à mesure tout ce qui se passait, mais au départ, quand on a vécu un traumatisme, c'est pas dans l'ordre en fait. La chronologie n'est pas forcément respectée. Donc déjà, ça m'a permis moi-même de remettre dans l'ordre cette chronologie des événements, de pouvoir en discuter avec la famille qui m'a aussi donné des renseignements, parce que parfois ma mémoire avait des troubles. Ça ne correspondait pas tout à fait à ce qu'avaient vécu les autres. Donc ça m'a permis à moi de refaire un peu le point sur ce que j'avais vécu. Et effectivement, petit à petit, c'est devenu très narratif. Et ensuite, quand je l'ai relu pour revoir un peu les corrections, etc., je me suis rendu compte qu'il y avait une grande absence finalement de sentiments, comme si c'était vécu de l'extérieur. Oui. Donc à ce moment-là... Tout est vécu de l'extérieur et tout est au présent, en fait. Donc, voilà. Donc j'ai voulu quand même mettre une part de moi et faire pour que le lecteur puisse quand même savoir ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Donc j'ai rajouté ensuite, en le relisant, ce que j'avais ressenti, parce que j'ai quand même cette mémoire donc de mon ressenti qui était un peu perturbé, c'est vrai, et je n'ai pu le faire qu'en deuxième temps. C'est-à-dire un premier temps a été de narrer, et le deuxième temps de faire le point sur mes ressentis, mes sentiments, etc. D'accord. Et votre fils est en âge de lire? Il arrive à... Oui, après il a des difficultés quand même parce qu'il est suivi 3 fois par semaine à l'hôpital. Il a des soins lourds, donc il manque très souvent l'école, ce qui fait qu'il a quand même un retard scolaire. Il n'est pas du tout dû à un manque de capacité, mais plutôt au fait qu'il est souvent absent. Bien sûr. Voilà. Bonsoir, Catherine. Oui. Bonsoir Catherine. Alors, écrire sur la maladie du coup de votre fils Benjamin, est-ce que ça a vraiment été libérateur pour vous? Certes, ça permet d'extérioriser, d'évacuer des sentiments, mais en même temps de remémorer des situations qui n'ont pas toujours été très faciles à vivre. Oui, ça a été assez difficile, c'est vrai, parce que c'est se replonger en fait dans ce traumatisme. Et c'est vrai que par moments c'était très dur, et c'était aussi très dur au moment de relire pour simplement corriger l'orthographe ou la syntaxe. C'était un peu difficile parce qu'effectivement on ne peut pas le lire de manière détachée. On revoit des images, on a des flashs, on revoit des moments difficiles. En même temps, j'avais besoin de réaffronter une deuxième fois ce vécu, parce que la première fois j'avais été un peu victime, j'avais pas un peu subi en fait, parce que nous n'étions pas préparés à ça, on ne nous avait pas informés de ce qui allait nous arriver, personne ne le savait, ça a été découvert un peu par hasard, disons par des examens, mais ce n'était pas à la naissance, on ne le savait pas. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup subi, et ensuite ça a été une manière, en le réécrivant, de me le réapproprier et peut-être de l'analyser et de voir en fait quels avaient été les dégâts que ça avait causé sur moi, enfin, de faire un peu le point en fait. Oui, voilà, donc il y a quand même une balance entre le libérateur, mais en même temps le fait de subir du coup une deuxième fois ce que vous avez déjà subi une première fois. Oui, oui, tout à fait. Ensuite, j'ai pu le faire aussi parce que j'ai senti que c'était important pour mon fils, parce que au départ ce n'était que des notes, et puis comme je les écrivais à l'hôpital, lorsque j'étais avec lui pendant ses soins, il me demandait ce que je faisais, pourquoi j'écrivais, donc j'ai commencé à lui en parler, et c'est lui qui m'a dit, mais alors tu vas faire un livre, on va le publier, et j'ai vu que c'était pour lui il était très enthousiaste, et qu'il avait aussi autant besoin que moi finalement de parler de ce vécu. Donc je l'ai associé au projet, et c'est vrai que ça m'a aussi incité à continuer dans cette voie. On peut donc parler de littérature thérapeutique alors? D'écriture plutôt. Un petit peu. Oui, mais c'est surtout temps, pour Benjamin. Oui, c'est pas que thérapeutique, il y a aussi... Oui. Oui. Après, il y a une partie de vie, c'est-à-dire il n'y a pas que le côté médical, il y a aussi un côté de vie en famille, des sorties, etc.
pour montrer aussi que la difficulté, elle n'est pas qu'à l'hôpital, en fait. Elle est aussi à l'école, elle est aussi dans la vie courante, ce que ça peut engendrer au niveau de la famille, etc. Donc, à ce moment-là, quand j'ai commencé à écrire ces parties-là, je me suis dit que ça pouvait aussi aider des familles qui avaient ce problème-là, parce que toute la vie de la famille est changée, en fait. Et on n'en prend pas forcément conscience, on croit que la médecine peut tout. Bon, elle peut beaucoup, c'est vrai, il faut dire ce qui est. Mais il y arrive un moment où on est obligé d'accepter les choses telles qu'elles sont, et donc la vie de la famille est modifiée. Vous n'êtes pas agressive à l'égard du monde médical, scolaire, de la société en général. Comment vous trouvez l'accompagnement qui est fait dans cette situation ? Alors, l'accompagnement, il y en a très peu, il faut dire ce qui est, il y en a très peu. De ceux que j'ai connus, je ne peux pas faire une généralité parce que, suivant les établissements, c'est différent. Donc, il y a des établissements comme celui où il est suivi à Albi régulièrement, où c'est très familial parce que c'est un petit hôpital, où vraiment il y a un suivi même psychologique intéressant et tout. Par contre, dans les grandes structures, c'est plus compliqué, mais c'est pas, disons que c'est plutôt parce qu'il y a beaucoup de travail, il y a peu de personnel, tout est fait dans l'urgence, et c'est vrai que c'est compliqué de s'attarder sur les personnes, et puis c'est pas tellement dans l'habitude des grandes surfaces. Voilà. Mais c'est vrai que j'en ai beaucoup souffert. Et d'autres parents avec qui je suis en contact me disent aussi que souvent il y a... c'est pas de l'agressivité, c'est beaucoup de souffrance en fait. Excusez-moi. Parce que les choses ne sont pas dites peut-être de manière claire, donc on a du mal à comprendre. Ou peut-être parce que à ce moment-là on est moins réceptif, parce qu'on est dans la souffrance. Il y a, disons, des difficultés de communication et parfois c'est compliqué. Surtout quand il s'agit d'un enfant qui va être en fin de vie, quoi. Voilà. Donc on a besoin à ce moment-là peut-être qu'on s'intéresse plus à nous et qu'on nous explique davantage. En même temps, on ne peut pas non plus changer les choses. Et donc, on est obligé de faire avec, et c'est ce faire avec qui est compliqué. Bien sûr. Et c'est vrai que des fois, le fait d'écrire, à ce moment-là, peut nous permettre de supporter, je dirais. Oui. Très bien. Bonsoir Catherine, excusez-moi. Bonsoir. Donc moi j'avais une question, ce serait, vu que le soutien médical au niveau moral n'est pas vraiment très parfait, est-ce que le soutien se construit avec les autres familles qui sont victimes de la même souffrance, et comment cette relation se construit avec ces autres familles ? Oui, alors ça par contre c'est tout à fait vrai, parce que dans ces services, disons, ce sont souvent des unités protégées, donc il y a des familles qui restent sur des longues durées, il y a des fois 8 mois, 9 mois d'hospitalisation, donc il se crée des liens, c'est vrai qu'il y a une solidarité qui se fait, et effectivement aussi il y a des réseaux comme... je ne sais pas si je peux citer, mais par exemple Art & Cœur, ou des associations sur Internet où on peut discuter de cardiopathie, où on peut parler de certains problèmes et se rassurer, des associations, etc., l'NCC, etc. Et c'est vrai que ça aide aussi, parce que quand il arrive quelque chose de très grave, on a toujours l'impression qu'on est les seuls au monde à avoir ce problème, alors qu'en fait, il y a plein de personnes qui sont concernées. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, le partage avec les parents, c'est très important aussi. C'est aussi le but de mon livre, de pouvoir parler de mon expérience pour que ça puisse aider d'autres familles. Très bien. Et sinon, j'aurais voulu savoir comment votre fille Delphine, elle, en tant que fille aînée, avait vécu cette attention particulière que vous deviez assurer auprès de votre fils. Est-ce qu'elle était suffisamment mature pour comprendre l'état des choses, ou bien il y avait quelques difficultés ? Alors mature, oui, elle était, puisqu'elle avait 16 ans à l'époque. Enfin, entre 15 et 16 ans, elle était adolescente. Elle a très bien compris. Par contre, elle a eu beaucoup de difficultés à l'accepter, parce que bon, déjà, le fait d'accepter avoir un petit frère qui a des problèmes de santé, c'est compliqué. On est dans la douleur. Et puis nous, du fait que Benjamin accaparait tout notre temps et nous étions nous-mêmes en souffrance,
il était difficile de lui consacrer du temps, et en plus, nous voulions la protéger. Nous ne voulions pas qu'elle souffre, donc certaines choses ne lui étaient pas dites pour ne pas la faire souffrir. Peut-être c'était un peu trop protecteur, mais c'est vrai que souvent on est passé à côté de certaines choses du fait qu'on n'a pas pu juger à ce moment-là de sa capacité de supporter la douleur et à quel niveau elle pouvait supporter. Voilà. Mais elle a un lien avec son frère qui est très proche malgré tout. Alors si ça ne vous embête pas, Catherine, une petite pause musicale. Oui. Ensuite, on vous reprend, hein, bien sûr. Vous ne quittez pas, surtout pas. Oui. Et durant cette petite pause musicale, donc, j'invite nos auditeurs à vous poser des questions sur notre réseau Facebook et Twitter, Salon du Manuscrit sur Facebook et @Salon Manuscrit sur Twitter. Écoutons à présent The Throat in Arrow Stars. Your picture perfect blue, sunbathing on the moon, stars shining as your bones illuminate. First kiss just like a drug, under your influence, it's hit me over, you're the magic in my veins. This must be love. Boom, clap, sound in my heart, the beat goes on and on and on and on. And boom, clap, you make me feel good. Come on to me, come on to me now. Boom, clap, sound in my heart, the beat goes on and on and on and on. And boom, clap, you make me feel good. Come on to me now. No silver or no gold could dress me up so good. You're the glitter in the darkness of my world. Just tell me what to do, I'll fall right into you. Going under 'cause I spell, just say the word, I feel your love. Boom, clap, the sound in my heart, the beat goes on and on and on and on. And boom, clap, you make me feel good. Come on to me now. Boom, clap, the sound in my heart, the beat goes on and on and on and on. And boom, clap, you make me feel good. Come on to me now. You are the light and I will follow. You let me lose my shadow. You are the sun, a glowing halo, and you keep burning me up with all of your love. Boom, clap, the sound in my heart, the beat goes on and on and on and on. And boom, clap, you make me feel good. Come on to me now. Boom, clap, the sound in my heart, the beat goes on and on and on and on. And boom, clap, you make me feel good. Come on to me now. Boom, clap, the sound in my heart, the beat goes on and on and on and on. And boom, clap, you make me feel good. Come on to me now. Boom, clap, the sound in my heart, the beat goes on and on and on and on. And boom, clap, you make me feel good. Come on to me now. Radio Pluriel. Radio Pluriel. Nous sommes toujours en compagnie de l'Écho des manuscrits sur Radio Pluriel 91.5, que vous pouvez aussi recevoir en cliquant sur l'onglet Radio Pluriel du site Salon du Manuscrit. Et nous reprenons à présent Catherine Puech au téléphone pour son ouvrage Témoignage au cœur de ta vie. Bonjour Catherine. Oui, Bonjour. Alors une deuxième question, Catherine. Qu'est-ce que vous attendez de ce livre et qu'est-ce que vous espérez qu'il vous apporte? Déjà, il m'a beaucoup apporté le fait de l'écrire. Ça m'a permis un peu de faire le point sur ma vie,
sur ce que j'ai vécu, et puis aussi de m'interroger sur le pourquoi, tout ce que je pouvais avoir au fond de moi qui me révoltait peut-être, ou qui me mettait en colère. Donc ça m'a permis aussi de me calmer un petit peu. Et puis ensuite, c'est vrai que j'ai un grand besoin maintenant de partager et d'aller vers les autres pour justement les aider dans cette souffrance ou dans cette violence qui est en fait une cardiopathie quand on n'est pas prévenu. C'est pas toujours possible de le savoir à l'avance. Donc c'est vrai que je me suis rendu compte que ce livre a fait comme une chaîne humaine en fait, parce qu'il y a des personnes qui l'ont acheté, qui en ont parlé autour d'eux. De ce fait, certaines personnes qui l'ont acheté, précommandé, se sont mis en rapport avec moi parce que certaines personnes avaient aussi des enfants qui avaient des cardiopathies, etc. Donc ça a permis de faire passer l'information, de donner des renseignements et peut-être d'aider déjà des personnes, ne serait-ce que ça, même lire le livre, mais avec la parole, par l'intermédiaire. Et voilà, ce que j'attends, c'est qu'ils puissent faire une sorte de chaîne de soutien et d'encouragement pour les personnes qui en ont besoin. Ça en prend... c'est ce qui commence à se faire, visiblement. Voilà, oui. Tout à fait. Voilà, c'est vrai que c'est important aussi de communiquer, parce que c'est quelque chose d'assez rare quand même. C'est pas une cardiopathie courante, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont des cardiopathies différentes, et donc on se rend compte que souvent, même en n'ayant pas les mêmes symptômes, ils ont un peu les mêmes problèmes à gérer. Donc voilà, ça peut aider beaucoup de personnes, et nous, ça nous fait beaucoup de bien de partager ça avec les autres et de pas s'enfermer. Voilà. Et puis c'est vrai que Benjamin, comme il va à l'hôpital très souvent, il est 3 fois par semaine à l'hôpital, il voit du monde, il se fait, c'est un peu la socialisation aussi, c'est le fait de ne pas rester enfermé chez soi, de rencontrer des gens et de vivre sa différence. Enfin, voilà, c'est... Par l'intermédiaire du livre, on a pu avoir plein de portes qui sont ouvertes aussi. Oui. Ça ouvre le dialogue. Maintenant que vous avez écrit du coup votre témoignage, on peut dire que vous avez pris un certain recul. Est-ce que vous pensez que vous auriez agi différemment dans certaines situations ? Je ne pense pas, parce que c'est vrai qu'on agit beaucoup instinctivement dans ces cas-là, parce que comme on est prévenu de rien, on assume sur le moment. Mais je ne pense pas que ça aurait pu être vécu différemment. Ça a été aussi bien que possible. La seule chose que j'ai regrettée peut-être, c'est la relation avec certains médecins. Je ne dirai pas tous, parce qu'ils ne sont pas tous comme ça, mais certains médecins, parce que je me suis rendu compte, et ça je l'ai un peu regretté, qu'il y avait une très grande peur au niveau des médecins, une peur de la mort, il faut dire ce qui est. Et donc, cette peur de la mort engendre souvent un peu d'agressivité. Voilà. Parce qu'en fait, on veut se protéger, et de ce fait, on est un peu plus agressif. C'est la seule chose que je regretterais, d'avoir eu à vivre ça, parce qu'après, c'est vrai que le reste, je n'aurais pas pu le modifier. C'était comme ça, certains diraient c'était écrit, donc oui. Je pense pas que j'aurais vécu différemment. Simplement, je peux mieux l'accepter. Voilà. Oui. Bien sûr. Et Malika, tu voulais poser une question ? Comment ont réagi vos proches après la publication de ces écrits ? Alors tout d'abord, je n'ai pas trop parlé à ma famille. Je commençais au départ, comme je vous ai expliqué, par des notes, donc je ne parlais pas de ce que j'écrivais sur mon agenda, par exemple. Et puis petit à petit, comme je le faisais à l'hôpital, ils ne me voyaient pas écrire. Donc certains médecins me demandaient qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous écrivez. Bon, c'est vrai qu'il y avait un peu d'inquiétude. Mais après, quand il a été vraiment au stade de manuscrit, j'ai commencé à en parler. Et c'est vrai que là,
ressenti un petit peu, est-ce que tu as raison, est-ce qu'il faut le faire, est-ce que ça va pas te faire plus de mal que de bien. Il y a eu des questions qui ont été posées. Et puis au final, certaines personnes de ma famille l'ont lu. Et on était très surpris parce qu'en fait, on vit côte à côte et on ne sait pas ce que vit l'autre. Et ça a permis de se rendre compte que la cousine vivait ça et qu'on ne s'en était pas rendu compte, ou que voilà, ça a permis au contraire d'ouvrir des liens dans la famille. Très bien. Excusez-moi, je vais me permettre de lire un témoignage dans votre livre, si ça ne vous dérange pas. Donc mardi 19, je suis sorti de la maternité sans mon bébé. Tout le personnel m'a souhaité bon courage. Ils savent que les jours à venir seront difficiles. Lorsque je me retrouve dans la cour de l'hôpital, je me souviens. La nuit où j'étais rentré à la maternité, nous étions impatients. Notre enfant allait naître. Je souhaitais tellement avoir ce deuxième enfant. Aujourd'hui, nous ne rentrons pas à la maison. C'est le jour de l'opération. Nous roulons en direction de la clinique, dès ce matin. Papa nous accompagne. Nous sommes à la fois impatients de retrouver notre fils et angoissés par l'intervention qu'il va subir. J'espère que je pourrai le voir avant son départ pour le bloc. Arrivés au premier niveau, nous sonnons et l'infirmière nous accueille. Nous entrons dans la pièce destinée au protocole d'asepsie. Nous sommes tous très angoissés avant de franchir la porte du service. Dans ce sas, nous nous préparons psychologiquement à la confrontation avec la maladie, à la souffrance du malade ainsi qu'aux mauvaises nouvelles que les médecins nous assènent parfois. Deux sentiments se mêlent lorsque nous entrons. L'hâte de retrouver le bébé et la crainte de le voir en souffrance. C'est criant et ça parle. C'est plus que criant, ça parle, c'est peut-être même le but de l'écriture, c'est d'arriver à dire des choses qui viennent d'aussi loin. Et je vous remercie d'avoir pu réaliser à écrire ça, parce que ça doit être un effort extraordinaire. En tout cas, bravo à vous tous, à toute la famille, et j'espère que le texte ira le plus loin possible pour mettre en place cette grande chaîne de solidarité. Je tiens à vous remercier, et je tiens à remercier tous nos invités pour leur présence lors de cette première émission. Le supplice du question-réponse est maintenant fini. Avant de laisser la parole à Malika et Wilfried pour leurs chroniques respectives, oui, Thierry ? Je peux dire un petit mot ? Bien sûr. Juste, c'est Thierry Goutard. Bonjour Catherine. Bonjour. Moi j'ai pas lu votre livre encore, mais je l'ai commandé. Donc, et j'ai par contre lu quelques extraits. Et voilà, je voulais juste vous dire, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps, mais que ce que j'ai ressenti, enfin moi je connais bien le parcours et la souffrance les chemins par lesquels vous êtes passé. Et ce que j'ai ressenti, moi en tant que médecin, et je prends un petit peu en charge aussi les cardiopathies congénitales, c'est le manque un petit peu d'accompagnement par rapport au corps du corps médical, et soit pas des bonnes réponses, soit enfin en tout cas une mauvaise gestion de votre souffrance et des interrogations. Et donc voilà, vraiment c'est touchant pour moi, votre livre, et c'est bien parce que je pense que ça peut faire évoluer les choses. Il faudrait que beaucoup de médecins le lisent. Voilà. Et puis bravo pour votre accent de Toulouse. Ah bah ça va. C'est charmant. Voilà. C'est l'accent du Sud. Je vous l'avais dit au téléphone la première fois qu'on s'était eu. C'est vrai que c'est très sympa. Et puis bravo pour votre parcours, et on est tous derrière vous, et ça grâce à vous, parce que vous arrivez à écrire sur quelque chose qui est dont il est difficile de parler. Je vous remercie infiniment. Oui, moi aussi je vous remercie. Merci d'avoir été là. Et puis, à très bientôt, Catherine, j'espère. J'espère. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Alors, avant de laisser la parole à Malika et Wilfried pour leurs chroniques respectives, nous allons faire une petite pause musicale, durant laquelle j'invite tous nos éditeurs à intervenir sur Facebook, Salon du Manuscrit, ou sur le réseau Twitter, @salonmanuscrit. Tout de suite, Boys Don't Cry de Masha Krela. Change your mind, but I know that this time I have said too much, been too
don't cry. I would tell you that I loved you if I thought that you would stay. But I know that it's no use, that you've already gone away. Misjudged your limits, pushed you too far, took you for granted, thought that you needed me more, more, more. Now I would do most anything to get you back by my side, but I just keep on laughing, hiding the tears in my eyes. Boys don't cry. Boys don't cry. Boys don't cry. Boys don't cry. Radio Pluriel. Radio Pluriel. Nous sommes toujours en compagnie de l'Écho des manuscrits sur Radio Pluriel 91.5 ou sur le site Salon du Manuscrit en cliquant sur l'onglet Radio Pluriel. Il est temps maintenant de donner la parole à Wilfried pour sa chronique. Bonsoir à vous les noctambules. Pure coïncidence ou non, cette nuit quelque chose dénote. Deux de nos invités, bien que leurs œuvres respectives ne se ressemblent ni dans la forme ni dans la finalité, se rejoignent grâce à une thématique particulière. Et non, ce n'est pas la présence évidente de la médecine. Ce que j'y ai vu, ce qui se distingue, c'est celui du besoin de l'autre. C'est pour cela que ma chronique abordera les livres de Catherine et de Thierry. Et je tiens donc à m'excuser auprès de Mira Constantine pour ne pas mentionner son ouvrage, car étant une œuvre principalement esthétique, pour la comprendre, elle ne peut pas être racontée mais se doit d'être lue. Cette rubrique s'intitulera donc « Le besoin d'autrui pour l'envie de soi ». Nous vivons dans une société où le besoin de l'autre ne se fait plus ressentir. Je ne parle pas de désir au sens sexuel, je ne parle pas du désir d'obtenir quelque chose de quelqu'un. Je parle de ce désir profond, celui qui devrait tous nous lier. Ce désir de simplement savoir que quelqu'un est là, devrait et a le droit d'être là, quelque part. Peut-être pas à côté de nous, quelqu'un de proche ou un total inconnu, on s'en moque de tout ça. Il faut juste quelqu'un. Car cet autre, qu'il ait un impact ou non sur notre quotidien, appartient à un tout que ma logique ne saurait expliquer ni même décrire. La présence de cet autre nous empêche de faire de notre vie un gâchis. Par exemple, qu'est-ce qui motive ce personnage Hippolyte, dont la fin d'existence de son soi arrive à grandes enjambées? Qu'est-ce qui le pousse à continuer, à venir en aide à une étrangère, à cet autre? Pour ma part, il s'agit d'un égoïsme altruiste. Ce mec, un peu cabochard qu'est Hippolyte, n'est en rien pétri de valeurs judéo-chrétiennes. Il croit plus en la mort qu'en la vie, qu'il s'empresse d'écourter à grands coups de shots de whisky et de tafs de cigarettes. Et pourtant, malgré cette absence totale de compassion qu'il porte à son égard, il a compris une chose. Le fait de partir en ayant gâché sa vie manque de classe et de panache. Ce personnage vit dans l'esthétisme, dans le paraître. Il a besoin de cette classe pour se finir, s'accomplir et s'aimer entièrement. Quelque chose qui restera dans les mémoires d'un cercle restreint. C'est cet autre qui lui permet d'accomplir cela, de partir avec la classe américaine, ce sourire au coin des lèvres, l'air de dire « je vous emmerde ». À la fin, oui, on peut le dire, Hippolyte a eu envie de lui. Il en va de même concernant notre invitée Catherine. Elle a toutes les raisons du monde pour baisser les bras, mais il lui en manque une, son fils. Ce que je souhaiterais faire comprendre, c'est que la mort, bien que présente depuis le tout début, a perdu tout sens. On s'est accaparé la mort, l'avons manipulée, on a en fait quelque chose d'immédiat, d'impersonnel. On donne la mort de la même façon que l'on fait transiter l'argent de Wall Street, de place boursière en place boursière de manière déréglée et absurde. Bien sûr, les raisons sont multiples, mais une d'entre elles me choque plus que d'autres. On n'a plus envie de soi. On ne vit plus sur la durée mais dans l'immédiateté. On ne refuse plus aux enfants dès qu'ils réclament parce qu'on ne veut pas perdre de temps à leur expliquer nos refus et d'avoir à gérer une tempête de hurlements, de roulage par terre et de pleurs incessants. On a envie de grosses voitures, de bouffe dans son frigo, de voyages, d'instantanés. On a envie d'égoïsme. La mort est devenue tellement banale qu'on l'accepte comme si elle allait frapper à la porte des deux mains. Cet égoïsme nous éloigne de l'autre. On n'en a plus besoin si ce n'est pour satisfaire nos propres désirs. Et puisque l'autre, c'est nous, l'autre doit être de la même façon capable d'accepter cette mort implacable. Mais bien évidemment, ce discours n'est qu'un constat global. Cependant, le global est dans les mains d'une poignée de personnes bien égoïstes. Bravo. Bravo. Moi, j'ai... Sympa. Ok. Belle analyse. Ouais. Croisée des deux textes de Catherine et de Thierry.
Vous êtes d'accord avec son analyse? C'est un bel hommage. Je pense que vraiment, j'ai pas grand-chose à rajouter là. Merci. J'ai bu un peu de whisky en écrivant ça. Ouais. Dernière ligne droite, Malika, coup de cœur, petit coup de cœur ou petit coup de gueule, je sais pas. Qu'est-ce qui te... Alors, on va commencer par le petit coup de cœur. Ah. Alors aujourd'hui, mon petit coup de cœur, ce sera les Journées européennes du patrimoine, le 20 et 21 septembre. Donc, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la Bibliothèque de la Partieux, elle vous invite pour une visite exceptionnelle où plus de 2 millions de documents seront conservés qui datent du 6e siècle à nos jours. On peut donc y trouver... On peut aller où? À la Bibliothèque de la Partieux, D'accord. bibliothèque municipale. D'accord. Donc, il y aura des manuscrits, des estampes, des cartes et des reliures anciennes. On pourra même visiter l'atelier de reliure qui nous présentera ces différentes techniques. Donc, rendez-vous le samedi 20 septembre de 10h à 17h. La visite, elle durera environ 30 minutes. Bien sûr, c'est sans inscription, c'est gratuit. Il y a juste à vous présenter à l'accueil de la bibliothèque. Impec. Je peux faire un peu d'autopromo ou... Oui, bien sûr. Ok, non, c'est juste pour vous préciser qu'avec quelques amis, on a commencé un collectif d'artistes, donc de musique, qui s'appelle AWA pour A World Alive, et on sera en concert le 4 octobre au Toy Toy le Zinc à Villeurbanne et le 30 octobre au Blog. Donc voilà, Villeurbanne, ce sera tarif solidaire, donc c'est vous qui décidez. Le 30 octobre, on n'a pas encore décidé, mais ce sera très très cher, parce qu'on est très très célèbre. Bien sûr. Coup de gueule. En parlant de cher, je rebondis du coup sur mon coup. Transition parfaite. Voilà. Le prix des livres, franchement, C'est inadmissible. C'est inadmissible. Beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher. Trop cher. Trop cher. Et tous les livres ne sont pas à 5,5% de TVA. Il y en a à 19,6%. Enfin bon, c'est un scandale. Les éditeurs doivent se battre. Mais bon, on se bat. Un coup de gueule, Wilfried? Coup de gueule, il fait trop chaud en ce moment, mais à part ça, ça va. Mira? Coup de gueule, non. Coup de cœur, je dirais oui pour les deux communautés de haïku sur Facebook qui m'ont permis de me perfectionner, de rencontrer des tas d'autres faiseurs de haïku. Donc, vent de haïku et un haïku par jour. Voilà. Thierry, coup de cœur, coup de gueule? Coup de cœur pour le livre de Catherine Puech. Ouais, c'est sûr. Je suis obligé. Et puis, je sais pas, coup de gueule pour le livre de Trierweiler, parce qu'il va nous On faire en de... parlera.